Binge Audio présente C'est un des contes macabres relégués bien souvent au tréfonds de nos fils d'actu. Depuis le début de l'année 2026, selon les chiffres de l'ONU, plus de 820 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée centrale. En 2025, on dénombrait 1330 morts sur cette même route maritime de l'exil, empruntée par celles et ceux qui espèrent trouver en Europe une vie meilleure, qui fuient la pauvreté, la violence, la répression politique et militaire, parfois tout ça à la fois. Ce drame silencieux, il inspire essentiellement aux autorités européennes des envies de fermeté. On l'a vu avec le vote par l'UE du nouveau pacte sur la migration et l'asile. L'Europe est bien décidée à prendre de moins en moins sa part à la misère du monde et à fermer encore un peu plus ses portes à celles et ceux qui viennent chercher refuge. Ça n'est pas la première fois dans l'histoire récente que ce genre de choix, qui équivalent parfois à des condamnations à mort, sont faits. Il y a un petit peu moins d'un siècle, alors que notre continent s'apprêtait à basculer dans la violence, une histoire similaire s'est jouée entre l'Europe et l'Amérique. C'est l'histoire du MS Saint-Louis que va vous raconter ma camarade Juliette Livartowski dans cet épisode réalisé par Mathieu Thévenon. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Imaginez la scène. Nous sommes le samedi 13 mai 1939 sur les quais du port de Hambourg, en Allemagne. Devant la foule, le MS Saint-Louis impose sa silhouette massive, 175 mètres de long, une coque d'un noir d'encre et des ponts d'un blanc immaculé. Au sommet de ces deux cheminées jaunes cerclées de noir, un drapeau flotte au vent. Le drapeau de la compagnie, mais aussi la croix gammée du Troisième Reich. Sur le quai, l'atmosphère est lourde. Ce jour-là, 937 passagers montent à bord. Pour la quasi-totalité, ce sont des juifs allemands qui fuient le régime nazi, aux côtés de juifs d'Europe de l'Est et de quelques apatrides. Tous ont été dépouillés de leurs biens et humiliés par les lois raciales de Nuremberg. Certains sortent à peine des camps de concentration de Dachau ou Buchenwald, rescapés de l'enfer de la nuit cristal, ce violent pogrom d'État orchestré dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, qui s'est soldé par le saccage de milliers de commerces, la destruction des synagogues et la déportation de 30 000 hommes. C'est ce traumatisme qui vient déclencher cette émigration forcée de la dernière chance. Alors, ils montent les passerelles la tête basse, tremblant à l'idée d'un contrôle de la Gestapo de dernière minute. Ils laissent tout derrière eux. Tout, sauf ce papier précieux qu'ils serrent dans leur poche, un permis de débarquement pour Cuba. Cuba n'est qu'un refuge temporaire, une simple salle d'attente. La plupart des exilés ont déjà entamé leur démarche pour les États-Unis et ne prévoient de rester à La Havane que le temps d'obtenir leur visa américain. Hello everybody, this is Lowell Thomas, and I need to ask one or two questions, which you too have probably asked, and then I intend to answer them. America for 300 years has been the land of promise for the rest of the world, the land of new frontiers, new opportunities for all. Today, the job of building this nation geographically is completed. There are no new frontiers within our borders. So, here are my questions, and yours. To what new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? What's ahead in America for you, for your children? It is not a difficult assignment to answer these questions. The frontiers of the future are not on any map. They are in the minds of men and in the test tubes and laboratories of the great industries we have built up here in America.
Car à cette époque, les États-Unis de Franklin Roosevelt incarnent un phare absolu dans la nuit. C'est la terre de la liberté, le refuge ultime où l'on espère redevenir un être humain. À 20h, les amarres sont larguées. Les moteurs grondent, le paquebot s'éloigne lentement. Dans le cœur des exilés, on peut percevoir un mélange d'immense tristesse et de soulagement. Alors commence la traversée de l'Atlantique. 2 semaines en pleine mer. Et dès les premières heures, il se passe quelque chose d'inexplicable. Une parenthèse hors du temps, un miracle. Après des années passées à raser les murs en Allemagne, les passagers redécouvrent ce que signifie le mot dignité. Le Saint-Louis est un paquebot de luxe. Dans la grande salle à manger, on sert aux exilés des repas gastronomiques. Les enfants, qui n'avaient plus le droit d'aller dans les parcs publics sous le régime nazi, courent librement sur le pont et font des batailles d'eau dans la piscine. Les adultes, quant à eux, ferment les yeux, allongés sur des transats, et respirent enfin l'air du large. Les maîtres d'hôtel les traitent avec un respect absolu. Un passager confiera plus tard, on avait l'impression d'être en croisière vers la liberté. Ce climat de paix n'est pas un hasard. Il est imposé par un homme, le capitaine du navire, Gustav Schröder. Quand on le regarde, Schröder impose le respect. 53 ans, une moustache parfaitement taillée, les cheveux gris coupés courts et un costume d'officier impeccable, boutonné jusqu'au cou. Un regard bleu, droit et perçant. C'est un Allemand de la vieille école, rigoureux, discipliné. Sauf que sous cette armure de capitaine rigide, bat un cœur d'une humanité rare. Schröder n'est pas juif, il n'est pas un opposant politique déclaré, mais il a une boussole morale que le nazisme n'a pas réussi à dévisser. Pour lui, une fois la passerelle franchie, il n'y a plus de loi raciale, il n'y a que des passagers placés sous sa protection. Dès le départ de Hambourg, il a réuni son équipage et a donné un ordre strict : ces réfugiés seront traités avec décence et humanité. Le capitaine va même plus loin. Chaque vendredi soir, il autorise la transformation de la grande salle de bal en synagogue pour les offices religieux. Et pour ne pas offenser ses passagers, il leur donne personnellement de cacher le buste d'Adolf Hitler qui trône dans la pièce. Sous le commandement de Schröder, le Saint-Louis devient un îlot d'humanité au milieu d'un océan de barbarie. Le samedi 27 mai 1939, à l'aube, le Saint-Louis réduit sa vitesse et entre dans la baie de La Havane à Cuba. Sur le pont, c'est l'effervescence. Les passagers ont sorti leurs plus beaux vêtements. Les valises sont prêtes dans les couloirs. Ils regardent les palmiers, le château d'El Morro. Ils rient, ils se prennent dans les bras, ils pensent avoir réussi. Mais le paquebot s'arrête net, au milieu de la rade. Loin, beaucoup trop loin des quais. Le capitaine Schröder fronce les sourcils. Le pilote du port cubain lui interdit d'accoster. Quelques minutes plus tard, un petit bateau à moteur approche. À son bord, des officiers de l'immigration locale, le visage de marbre. Ils montent sur le Saint-Louis, mais refusent de laisser débarquer les passagers. Les heures passent, la chaleur devient étouffante. À bord, les sourires se figent. Et l'attente commence. Ce que les passagers ignorent, et que même le capitaine Schröder ne comprend pas encore, c'est qu'ils sont les victimes d'une immense machination politique. À Washington, le département d'État, le consulat à La Havane et plusieurs agences d'aide aux réfugiés sont déjà parfaitement au courant de la crise depuis des jours. Mais en mer, personne ne les prévient.
Pour comprendre, il faut ouvrir les archives de Cuba de ce mois de mai 1939. Tout s'est joué dans le dos des exilés, juste avant leur départ. Le directeur de l'immigration cubaine, Manuel Benitez, a vu dans la détresse des Juifs une opportunité financière. Il a vendu illégalement ses permis de débarquement à $150 l'unité, s'enrichissant personnellement au point d'amasser une fortune estimée entre 500 000 et $1 million. Sauf que le président cubain, Federico Larredobro, a découvert le scandale. Pris au piège de rivalités politiques internes et surfant sur la vague de xénophobie qui secoue l'île, il choisit de fermer les frontières. Le 5 mai 1939, le président signe un décret officiel, le décret présidentiel numéro 937. Ce texte annule purement et simplement la validité des permis de débarquement basés sur l'ancien règlement. Désormais, pour entrer, il faut un visa ministériel et une caution exorbitante de $500 par personne. D'autant qu'à Cuba, la colère gronde. 5 jours à peine avant l'arrivée du navire, une manifestation massive de 40 000 personnes a eu lieu à La Havane, orchestrée par des mouvements nationalistes et poussée par une terrible vague de xénophobie. Au micro, on hurlait qu'il fallait lutter contre les Juifs jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit chassé. À Berlin, le ministère de la propagande de Joseph Goebbels exulte. Les nazis ont sciemment laissé partir le Saint-Louis pour prouver au monde que personne ne veut des Juifs. Le verdict tombe, glacial, le navire doit rester au large. Seuls 28 passagers, des citoyens cubains ou des réfugiés ayant obtenu des papiers en règle à prix d'or à la dernière minute, ont le droit de débarquer. Pour les 900 autres, les portes viennent de claquer. Well, as you can imagine, there was terrible mood. Everybody was very depressed. Few people tried to commit suicide. I think the one man, I think he cut his wrists, and he was the only one who landed because they had to take him to the hospital to tend to him. I don't know whether he stayed or not. I think he did. He must have been the only one who stayed. Le paquebot se transforme en une prison flottante. Autour de la coque, le spectacle est déchirant. Des dizaines de petites barques locales, louées par des familles juives déjà à Cuba, tournent autour du navire pour apercevoir un proche aux hublots. À bord, la Havane devient une étuve. La panique revient. Le capitaine Schroeder passe ses nuits à son bureau, multiplie les télégrammes, supplie le président cubain, contacte les associations humanitaires comme le Joint Distribution Committee. Le 1er juin, la tension est trop forte. Un passager, Max Loewe, brisé par son passé en camp de concentration, se tranche les veines et se jette par-dessus bord. Il est sauvé de l'eau par un marin et envoyé à l'hôpital de la Havane, mais le signal du désespoir est donné. Le lendemain, le 2 juin 1939, l'ordre tombe. Impitoyable. Le Saint-Louis doit quitter les eaux territoriales cubaines immédiatement, sous peine d'expulsion par la marine. Le capitaine Schroeder refuse de s'avouer vaincu. Bloqué par Cuba, il prend une décision. Il ordonne à ses machines de tourner au ralenti. Le Saint-Louis se met à dériver volontairement le long des côtes de la Floride. Il veut gagner du temps. Nous sommes dans la nuit du 3 au 4 juin 1939. À bord, personne ne dort. Les passagers quittent leur cabine et se massent en silence le long des rambardes. À l'horizon, le spectacle est presque irréel. Après des semaines d'angoisse, les gratte-ciels de Miami surgissent de la nuit, brillant de 1000 feux. La côte américaine est là, juste devant eux, à portée de main. Les exilés s'agglutinent, les yeux grands ouverts. Ils sont si près du rivage qu'ils arrivent à distinguer les phares des voitures qui roulent le long de la plage. Ils aperçoivent les lumières des maisons. La vie normale, la liberté. Sur le pont, les visages s'éclairent d'un dernier espoir et une certitude traverse les esprits.
L'Amérique sait qu'ils sont là. L'Amérique ne peut pas les abandonner. Pas si près du but. Des télégrammes désespérés sont envoyés directement au président Franklin Roosevelt, mais ils n'obtiendront jamais de réponse. Le département d'État et la Maison-Blanche décident de ne prendre aucune mesure extraordinaire. L'Amérique de 1939 est isolationniste, traumatisée par la Grande Dépression, et ses quotas migratoires imposés par la loi de 1924 sont verrouillés. Pour les autorités, les passagers doivent attendre leur tour sur la liste d'attente, comme les autres, avant d'obtenir un visa d'immigration. Des navires de la US Coast Guard patrouillent autour du Saint-Louis, non pas pour les escorter vers un quai, mais pour s'assurer que le paquebot n'approche pas des côtes. Le département d'État reste inflexible, aucune exception ne sera faite. Le 5 juin, une dernière lueur s'allume vers le nord. Des citoyens canadiens supplient le gouvernement d'Ottawa. Mais là aussi, la bureaucratie et l'indifférence l'emportent. La réponse est non. Le 6 juin 1939, Gustav Schroeder n'a plus le choix. Le carburant baisse, les vivres s'épuisent, il doit faire demi-tour. Direction l'Europe. À bord, l'atmosphère est celle d'un couloir de la mort. Les passagers le savent, faire demi-tour vers l'Europe, c'est être condamné à revenir en Allemagne nazie. Face au désespoir, une cellule de crise s'organise et des rumeurs de mutinerie commencent à circuler pour forcer un échouage. C'est à cet instant précis que le destin de Gustav Schroeder bascule. Mis au courant de la révolte qui gronde, le capitaine provoque une réunion d'urgence, s'installe face à eux et déclare « Je ne vous ramènerai pas en Allemagne. S'il le faut, je préfère saborder le navire. » Schroeder élabore alors un plan totalement fou. Si aucun pays ne veut d'eux, il va provoquer un accident de force majeure. Il étudie les cartes maritimes et planifie de simuler un incendie ou d'échouer volontairement la coque du Saint-Louis sur les bancs de sable de la côte anglaise, près de Sussex. En droit maritime, le pays le plus proche a l'obligation légale de secourir les naufragés et de les débarquer. Il est prêt à détruire son navire pour sauver ses passagers. Pendant que le paquebot recroise l'Atlantique, le capitaine travaille main dans la main avec un allié de poids resté à terre, l'American Jewish Joint Distribution Committee, que tout le monde appelle le Joint. Cette puissante organisation caritative juive américaine, spécialisée dans le secours humanitaire, finance et orchestre les opérations de sauvetage en coulisses. Ensemble, connectés par radio jour et nuit, Schroeder et le Joint négocient sans relâche avec les chancelleries européennes. L'enjeu est de taille. Pour convaincre les gouvernements d'ouvrir leurs frontières, le Joint s'engage à verser d'immenses garanties financières pour couvrir tous les frais de subsistance des exilés. Et le miracle finit par arriver le 13 juin. 4 pays acceptent enfin de se répartir les 907 réfugiés restants. La Grande-Bretagne en accueille 288, la France en accepte 224, la Belgique en reçoit 214 et les Pays-Bas ferme la marche avec 181 passagers. Le 17 juin 1939, le Saint-Louis s'amarre enfin au quai d'Anvers, en Belgique. Les passagers descendent. Ils pleurent et ils embrassent le capitaine Schroeder. Ils sont sauvés de l'Allemagne. The liner St. Louis, turned back from Cuba, brings its human cargo to port at last. 907 Jewish unfortunates without a country permitted to land in Belgium after 5 weeks of suspense afloat. Through American generosity, they will find at least temporary shelter in France, Holland, and England. These are but a fortunate few, saved by publicity from the fate of their fellows. 10,000 of their kinsmen are still homeless on the high seas, seeking sanctuary in vain. 3 million more are in bondage in Central Europe, a bondage forcing them to the greatest migration since the days of the Pharaohs. Mais la fin de l'histoire des passagers du Saint-Louis porte en elle une tragique ironie. Quelques mois après leur débarquement en Europe occidentale, les armées d'Hitler envahissent la Belgique, les Pays-Bas et la France. Le piège nazi se referme. Sur les 937 passagers initiaux, les recherches établiront que 254 d'entre eux n'échapperont pas à la Shoah,
rattrapés par l'horreur parce que le monde libre leur avait fermé ses portes. Mais si ce récit nous glace, il fait aussi naître une lueur, celle du capitaine Gustav Schröder. En 1993, le mémorial de Yad Vashem l'a élevé au rang de juste parmi les nations à titre posthume. Cet homme, un officier allemand qui avait tout à perdre, a prouvé qu'on pouvait briser la chaîne de l'indifférence. At least 60 people are reported to have died trying to cross the Mediterranean from Libya. La route migratoire la plus meurtrière au monde a fait de nouvelles victimes. Turn now to that migrant tragedy at sea. More than 24 people drowned after a boat carrying them from France to Britain capsized in the English Channel. L'histoire du Saint-Louis, on pourrait être tenté de la ranger sagement dans nos manuels scolaires. Se dire que c'était une autre époque. Et pourtant, cette odyssée est un miroir tendu à notre présent. En 1939, 937 personnes ont erré en mer parce que des bureaucraties frileuses ont préféré empiler des quotas, calculer des risques politiques et fermer les yeux. Et aujourd'hui encore, l'histoire bégaye. Des ports qui se ferment, des navires humanitaires bloqués à quai par des procédures juridiques absurdes et une indifférence globale qui s'installe, doucement, comme une habitude. Merci à Juliette Livartowski pour cet épisode réalisé par Mathieu Thévenon et préparé par Charlotte Bex. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.